Bonjour à tous et merci de suivre Ailleurs dans le monde. Lundi 24 janvier, des militaires en uniforme se plaçant sous le commandement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ont annoncé à la télévision burkinabé avoir renversé le président Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir depuis 2015. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration dit être passé à l'action au vu de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de la nation et devant l'incapacité manifeste du pouvoir à y faire face. Depuis 7 ans, le Burkina Faso connaît régulièrement des enlèvements et attaques perpétrées par des groupes djihadistes, des violences qui se sont intensifiées ces dernières années, faisant plus de 2000 morts et près de 2 millions de déplacés. Mais la situation sécuritaire peut-elle seule expliquer ce 8e coup d'État au pays des hommes intègres? Quel avenir politique pour le Burkina Faso et quelles conséquences pour la sous-région? On en parle avec le journaliste Valentin Bougueng. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatih. Et le politologue Dr William Agblonon. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors en prélude à nos échanges, messieurs, je vous propose de rejoindre notre correspondant à Ouagadougou, Ousmane Paré, rédacteur en chef à Burkina Info. Ousmane, bonjour. Qui est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouvel homme fort du Burkina Faso? Paul-Henri Sandaogo Damiba, donc le nouvel homme fort du Burkina, comme on le dit habituellement. Il faut préciser qu'il est âgé de 41 ans. Il est de la promotion 92 du PMK, le Prytanée militaire donc du Kadiogo. Il faut dire que c'est une école donc qui forme en tout cas la crème, on pourra le dire donc de l'armée burkinabé. Donc il est aussi passé par donc l'école de guerre donc de Paris. Donc, il a fait sa formation entre 2016 et 2017. Paul-Henri Sandaogo Damiba est de l'ancien régiment de sécurité présidentielle, donc la garde prétorienne de Blaise Compaoré, qu'il a quitté en 2011 après une mutinerie. Et juste après donc la mutinerie de 2011, il a été affecté donc à Dori, donc pour diriger. Et donc en 2011, donc il a été muté donc à Dori pour diriger la 11e, donc le 11e RIC, donc le 11e régiment intercommando donc de Dori. Voilà. Juste avant le putsch, il venait à peine d'être nommé commandant de la 3e région militaire. Donc c'est le 3 décembre 2021, après donc l'attaque d'Inata. Donc il y a des responsables militaires qui ont été relevés de leurs fonctions. Lui, il avait été promu donc comme commandant de la 3e région militaire du Burkina. Et juste avant la nomination, il faut aussi préciser qu'il venait juste de rentrer d'une mission onusienne, donc notamment au niveau du Mali, la MINUSMA, donc où il était en mission. À peine rentré de cette mission, il devrait prendre donc les rênes de la 3e région militaire. Et c'est à partir donc de ce poste que le putsch est intervenu. Comment les populations et la classe politique réagissent depuis la prise du pouvoir par les militaires? Diversement apprécié, même si dans l'ensemble la population burkinabé donc apprécie, salue ce coup d'État. Depuis donc les premiers coups de feu, ils sont sortis nombreux les Burkinabés donc pour saluer, pour applaudir ce coup d'État. Et c'est un coup d'État qui intervient après déjà des manifestations donc d'une partie de la population qui demandait le départ du président Roch Kaboré. Donc voilà, une grande partie de la population en tout cas soutient ce coup d'État. Et ça peut aussi se constater en par le fait que jusque-là il n'y a pas eu d'opposition en tant que tel, il n'y a pas eu d'appel à manifester contre le coup d'État, et à part donc des partis de l'ancienne majorité présidentielle qui condamnent donc ce coup d'État, les autres partis donc de l'opposition, même si on n'a pas encore la réaction du chef de file de l'opposition, mais l'ensemble des partis, en tout cas tout en restant républicains, reconnaissent que le coup d'État intervient dans un contexte particulier où le pouvoir était pratiquement vomi. Au niveau de la société civile, c'est pratiquement la même réaction. Quelques réactions timides donc de condamnation pour l'instant, donc, et même ceux qui condamnent disent qu'il s'agit d'une condamnation de principe. Dans l'ensemble, les populations en tout cas adoubent les militaires. Alors, messieurs, l'accession au pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré coïncide avec finalement l'apparition des attaques djihadistes au Burkina Faso en 2015. Pour beaucoup, la dégradation de la situation sécuritaire a précipité la chute de l'ex-président. Vous partagez cette analyse, docteur Agblonon? Merci. Je pense que dans l'immédiat, oui, parce que c'est une situation qui est venue envenimer une situation sociale de gouvernance déjà catastrophique, déjà peut-être pas catastrophique, mais délicate. Donc je pense que ce coup d'État
est l'aboutissement d'un certain nombre de situations qui n'ont pas été gérées depuis la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Il y a eu des attentes fortes nourries par le peuple burkinabé et visiblement ce pouvoir n'a pas été à la hauteur de la satisfaction, n'a pas été à la hauteur des attentes de ce peuple. La situation sécuritaire est venue peut-être aggraver les choses. D'accord, donc finalement, être à la tête d'un pays en proie à l'insécurité, c'est la seule explication pour vous, Valentin Bougagne, à cette chute? Donc c'est l'explication immédiate, c'est-à-dire qu'il faut montrer aussi la concomitance qu'il y a eu entre l'arrivée au pouvoir donc, du président qui vient d'être renversé malheureusement et la dégradation de la situation sécuritaire due essentiellement aux attaques terroristes. Il ne faut pas oublier que peu de temps après son accession au pouvoir, eh bien, le président Kaboré doit faire face à des attaques terroristes en plein cœur de Ouagadougou. Donc cette concomitance des faits a déjà posé problème à l'époque. On s'interrogeait sur le pourquoi de la survenue de ces événements à ce moment-là. Maintenant, en plus de la situation sécuritaire qui n'était pas bonne, sont venus s'ajouter des problèmes de relations assez difficiles entre le pouvoir civil et les autorités militaires, parce que vu la dégradation continue de la situation sécuritaire et face à l'incapacité donc de l'armée à résoudre l'épineuse question du djihadisme, eh bien, la population s'est trouvée de plus en plus confrontée en première ligne aux effets dévastateurs de cette crise et tout ceci a fait le lit donc de cette situation qui a généré finalement le coup d'État. Mais justement, vous le disiez à l'instant, l'ex-président Kaboré entretenait des relations difficiles avec une partie de l'armée depuis la chute de Blaise Compaoré. Il n'a pas su ou n'a pas pu réformer la Grande Muette. Pour quelles raisons? Je pense dès le départ, il a commis un certain nombre d'erreurs qui peut-être étaient inévitables parce que n'oublions pas que le Burkina, depuis 1960, a quand même été majoritairement dirigé par des militaires. Donc il y a une tradition et il y a une armée républicaine au Burkina Faso qui sait assumer des responsabilités au sein de l'espace public. Donc ce n'est pas une armée de caserne. Et lorsqu'il est venu avec les dissensions au sein de cette armée, puisqu'il y avait une bonne partie de l'armée qui était acquise à la cause de l'ancien chef d'État, Blaise Compaoré. Donc, il fallait pouvoir trouver un terrain d'entente, ce qui visiblement a été difficile parce que n'oublions pas qu'en 2015, il y a eu une tentative de coup d'État organisée par l'armée et justement avortée, enfin pas avortée exactement, mais organisée par l'armée. Qui était empêchée par la population. Et aussi par une partie de l'armée. Donc, ce qui a fait que ça n'a fait que renforcer la division au sein de l'armée, puisque c'est ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui qui s'étaient opposés en 2015 au coup d'État de l'armée. Donc, du coup, l'armée burkinabé, depuis le départ de Blaise Compaoré, a été toujours difficile. Même déjà sous Blaise Compaoré, ce n'était pas évident. Donc, du coup, ça n'a fait que empirer la situation. On a l'impression qu'il était un peu pris en étau, hein, que Kaboré, entre eux. Il voulait s'assurer, en tout cas garantir son maintien au pouvoir et s'éviter, on a l'impression, on a acquis avec des militaires qui étaient pro-Compaoré, mais on parle notamment du RSP, mais en agissant ainsi, il a, on va dire, fait baisser l'efficacité de cette armée. Oui, disons qu'au nombre des facteurs qui ont fait exploser la situation au niveau des relations tendues entre les militaires et le président renversé, eh bien, le président Kaboré, il y a le fait que, justement, l'une de ses premières erreurs a été de démanteler le RSP, qui était comme une armée dans l'armée, certes, je veux dire, on peut dire à bon droit, parce que, bon, naturellement, c'était une force très acquise à Blaise Compaoré, donc c'était à son bon droit de vouloir s'en défaire. Oui, mais c'était l'élite de l'armée, et surtout, c'était cette élite qui était en première ligne pour pouvoir contrer des mouvements armés comme les mouvements djihadistes qui ont proliféré par la suite. L'une des grosses erreurs, ça a été, à mon sens, de démanteler ce RSP et de ne pas le remplacer par quelque chose d'au moins équivalent. C'est ça la réalité. De telle sorte qu'on arrive à une situation où, c'est vrai, les griefs qu'on pouvait avoir contre le RSP disparaissent parce que tout le monde est finalement à égalité, mais la réforme
qu'attendait l'armée n'a pas pu intervenir véritablement. Disons à la décharge du président Kaboré que c'est maintenant qu'il était en réalité en train d'essayer d'élaborer une nouvelle stratégie face à l'aggravation de la situation sur le terrain, surtout face au pourrissement, aux attaques quotidiennes contre lesquelles l'armée semblait ne plus avoir de réponse. Donc une attaque qui semble avoir fait basculer les choses puisque ça a marqué l'esprit des populations. On a entendu il y a peu de temps l'allocution de Doumbouya, le colonel. Qu'est-ce que vous retenez? On avait vraiment l'impression d'être face à un discours d'un militaire. Avant tout, les propos étaient assez durs, il parlait de trahison, il sera intransigeant. Le temps est donné. Oui, non, c'est un militaire, il ne pouvait parler que comme un militaire. Il a appris à parler comme un militaire. Je crois que ça fait depuis 92, il est de la promotion de 92, donc c'est des gens qui ont été il a 41 ans et donc vous voyez, il a passé le clair de sa vie dans ce milieu et voilà, donc c'est un militaire qui parle. Mais en même temps, ça reste un discours politique parce que après tout, il a essayé de rassurer la communauté internationale, il a essayé de rassurer sur la question des droits de l'homme, il a essayé de rassurer les Burkinabés qu'il n'y aurait pas de désertion, il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, etc. Ça reste un discours qui se cherche entre le politique et teinté évidemment de toute l'énergie ou de toute la détermination militaire. Je pense qu'en plus de cela, on peut comprendre son ton martial, parce que l'heure est grave. Oui. Il prend le pouvoir sous le prétexte que le président sortant a été incapable de juguler la montée de l'extrémisme, en tout cas du djihadisme et des attaques terroristes dans le pays. Donc, il arrive donc comme quelqu'un qui veut montrer qu'il a davantage d'autorité, davantage de fermeté, davantage de capacité à pouvoir donc rompre avec ces violences terroristes qui sont devenues récurrentes depuis 2015 et devenues quasi quotidiennes, parce qu'il ne se passe plus de jours pratiquement au Burkina sans qu'il y ait une attaque contre des civils ou contre des militaires. Dont la dernière attaque en date qui a véritablement fait le lit de ce coup d'État, c'est celle d'Inata, qui a vu plus d'une cinquantaine de gendarmes périr lors d'une attaque. Et dans quelles conditions? Des conditions épouvantables aussi, où il y avait des supputations d'absence d'équipement de l'armée, d'absence même d'alimentation des troupes. Oui, ils n'étaient pas ravitaillés. Et donc, le ton du nouveau venu, du lieutenant-colonel Damiba, me semble approprié à la situation. Il faut qu'il paraisse aux yeux de son peuple, justement, comme quelqu'un qui vient essayer de mettre un peu d'autorité, davantage d'autorité, dans un système qui a brillé peut-être par sa conciliance, sa trop grande propension à la conciliation, mais sans véritablement prendre le leadership de la situation militaire. Mais pour rester sur le nouvel homme fort du Burkina Faso et l'ancien homme fort du Burkina Faso, Sankara disait qu'un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel en puissance. Et ça fait le troisième coup d'État pour l'Afrique de l'Ouest en même pas 2 ans. Et on a l'impression, messieurs, qu'on assiste à l'émergence d'un nouveau profil de militaires, de putschistes. Vous avez ce sentiment, ce sont des colonels, ils ne sont plus des généraux. Celui-là, en tout cas au Burkina Faso, on le fait paraître comme un intellectuel. Il a écrit un livre il n'y a pas longtemps. Assimi Goïta au Mali comme un patriote. Et Mamadi Doumbouya aussi comme... Est-ce qu'il y a une émergence d'un nouveau profil ? Est-ce que nous sommes, je tente le mot, dans le néocolonialisme ? Alors, je pense que, de toute évidence, ceux d'aujourd'hui paraissent beaucoup mieux formés d'un point de vue intellectuel que les militaires des années 80 ou des années 70. Surtout, peut-être pas militairement, mais au moins sur le plan intellectuel, c'est des gens qui ont profité ou bénéficié de formations un peu... qui viennent compléter les seules formations militaires. Celui-ci, par exemple, il a travaillé sur le terrorisme. C'est des gens qui ont fait des études sur les sciences sociales, etc. Donc, on a des militaires de plus en plus instruits. Mais en même temps, je pense que rien n'a été fait réellement pour permettre à ces militaires qui constituent en Afrique quand même des institutions organisées. C'est l'une des institutions
institutions, ou c'est l'une des rares institutions les plus organisées en Afrique, on les a complètement mis à l'écart de toutes les problématiques de gouvernance. De sorte que quand il y a de réels problèmes, on n'est pas capable de les impliquer dans la gestion, même de ce qui les concerne. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé au Burkina, ça fait quand même très longtemps que les militaires appellent, ou du moins essaient de montrer que ça ne va pas. Et ils ont été les plus grandes victimes de cet amateurisme ou de cette inefficacité de l'action publique, parce qu'ils sont au premier au rang, et c'est des gens qui sont davantage frustrés de se rendre compte que c'est des badauds qui ramassent des armes qui viennent les tuer, alors qu'ils ont été formés pour se défendre et défendre la nation. Et ils voient, au Mali comme au Burkina, ils voient l'État se désagréger sous leurs yeux impuissants, alors que c'est là même leur métier. Et dans toutes les constitutions, il est dit qu'ils veillent à l'intégrité de l'État. Mais lorsque l'intégrité de l'État est mise à mal, on ne les appelle pas nécessairement au secours. Le politique continue de donner des leçons, mais qui visiblement ne correspondent plus pas à la réalité. Donc, à un moment donné, je crois que c'est des gens qui ont compris qu'ils doivent prendre des responsabilités. Est-ce que pour autant il faut l'applaudir? Non. Mais vous le dites, hein, ils payent un lourd tribut, notamment au Mali et au Burkina Faso, mais pas en Guinée. Donc, encore une fois, comment justifier cette accession au pouvoir des militaires c'est en 18 mois, oui, alors que les personnes n'ont été élues que peu de temps avant? Oui, c'est assez symptomatique, il me semble, d'une nouvelle ère qui se crée, d'une rupture d'un ordre ancien qui est en train de s'opérer. Et malheureusement, on reste encore beaucoup dans des condamnations de principe. On condamne le coup d'État, c'est sûr, c'est la première des attitudes à avoir pour un démocrate. Mais au-delà des condamnations, que fait-on? Comment est-ce qu'on analyse des situations? Comment on essaye d'analyser des situations en profondeur et de créer des conditions pour que ces situations ne surviennent plus à l'avenir? C'est là où, à mon avis, on pêche énormément. Il n'y a pas de débat de fond sur ces questions-là. Ce qui fait que, bon, le Guinéen prend le pouvoir, le Malien prend le pouvoir, on le sanctionne. On durcit même les sanctions. Et ça n'empêche pas le Guinéen, quelques mois plus tard, de prendre également le pouvoir par les armes. À peine on sort de là, le Malien également recommence. Les sanctions n'ont pas d'effet dissuasif. Ils ne sont pas suffisamment efficaces. Ils ne sont pas suffisamment efficaces dans leur forme actuelle pour pouvoir provoquer l'électrochoc qu'il faut pour faire en sorte que les opinions publiques, vous l'aurez certainement constaté, qui de plus en plus se rallient à ces changements brutaux de gouvernement, de faire en sorte que ces opinions publiques puissent véritablement se refonder dans le socle de la démocratie pour se dire attention, c'est vrai, le pouvoir qui tombe, c'est un pouvoir qui n'a pas pu véritablement montrer les preuves de son efficacité au plan politique, au plan économique, social et autres, mais est-ce la meilleure façon de procéder? Donc, nous sommes en face de la faillite, d'une double faillite, la faillite d'un modèle politique qu'on ne veut pas reconnaître. Les intellectuels, dès qu'on y touche, oh, attention, on crie aux sorciers, voilà, des pro-coups d'État, et la faillite d'un modèle économique qui est toujours basé sur l'exportation des matières brutes en leur état brut vers les puissances occidentales, et ce qui fait donc le lit des graves problèmes sociaux, des problèmes d'éducation, des problèmes de chômage endémiques qui font en sorte que l'État, finalement, est de plus en plus absent de certaines zones du territoire. Quand vous prenez le cas du Burkina, il y a des pans entiers du territoire burkinabé qui ne sont pas véritablement, qui ne sont plus aux mains véritablement du pouvoir burkinabé. Donc tout ceci demande une forte réflexion pour pouvoir véritablement mettre les choses à plat et trouver les modèles qui nous conviennent le plus. Là, vous parlez en amont, parce qu'effectivement, la CEDEAO dont on va parler intervient toujours a posteriori. Et visiblement, ces sanctions ne sont pas dissuasives. Mais en amont, c'est quoi le problème? On en a quand même l'impression, parce que vous nous parlez de l'aspect sécuritaire au début. C'est vrai que le cas du Burkina Faso et du Mali sont des cas particuliers sur l'aspect sécuritaire. Mais la Guinée, il n'y a pas de djihadistes en Guinée. Donc, on a l'impression que finalement, le vrai problème, c'est la gouvernance. On a eu des élections, l'Afrique de l'Est a connu des élections en 2020 et on est déjà face à... Certains parlent d'épidémie, vous allez me dire si c'est un abus de langage ou si c'est le cas, mais est-ce que le problème de fond n'est pas, encore une fois, la malgouvernance? C'est évident qu'en dessous de tous ces problèmes, c'est la gouvernance. Même la problématique sécuritaire est une
problématique de gouvernance, c'est la malgouvernance sécuritaire. Mais donc, c'est évident que nous sommes dans des situations de mauvaise gouvernance. Mais lorsque vous prenez le cas du Burkina, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce qui est reproché au pouvoir en place, ce n'est pas seulement, au pouvoir de Kaboré, ce n'est pas seulement d'avoir mal géré la situation sécuritaire, c'est justement d'avoir déçu les attentes du peuple qui, à son corps défendant, s'est mis dans la rue pour chasser l'ancien président Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, personne n'est dans la rue pour défendre le pouvoir Kaboré, le pouvoir Kaboré. Donc, je pense que ça aurait dû amener quand même la CEDEAO à davantage réfléchir. Parce que s'il faut punir pour punir, alors que le peuple, visiblement, commence par accompagner la dynamique, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc, c'est un problème de gouvernance et c'est... À la place des démocraties, peut-être qu'on a mis en place des oligarchies qui étaient un peu trop déconnectées du peuple. Et à un moment donné, les autres se disent, mais tant qu'à mettre en place des oligarchies inefficaces, mettons alors en place une oligarchie militaire. Dans tous les cas, on est dans les mêmes configurations. Mais là, on a quand même aussi l'impression que c'est des réactions émotionnelles, parce que quand on envisage l'après, ça paraît inquiétant. Oui, Fatim, il y a certainement des gros problèmes de gouvernance qui sont donc à l'origine de tout ceci. Des problèmes de gouvernance qui sont dus, comme je disais tantôt, qui sont dus à la faillite des modèles, que ce soit le modèle politique que nous avons adopté, après qui est le modèle du colon, que ce soit les modèles économiques que nous avons adoptés, sont des modèles qui ne correspondent, qui ne nous aident pas à sortir de nos réalités de pauvreté sur le terrain. Donc il y a cette faillite, cette double faillite-là, mais également, je peux apporter un petit bémol tout à l'heure par rapport à la gouvernance Kaboré, on ne lui reproche pas aujourd'hui tellement l'aspect économique. Parce que sur ce plan il faut reconnaître, moi j'y ai été plusieurs fois pour voir le nombre d'infrastructures qu'il a pu mettre en place avec des moyens très limités. J'ai pu parcourir le pays et voir tout ce qui a été fait. Il a fait beaucoup au plan économique. Mais ce qu'on lui reproche véritablement et qui est à l'origine de cette situation qui a conduit à son renversement, c'est la corruption. Oui, c'est l'incapacité de l'État sur le plan sécuritaire. Et cette incapacité sur le plan sécuritaire a donc réjailli aussi au plan économique parce que plusieurs zones, l'activité économique a tourné au ralenti dans les zones qui sont l'objet d'attaques terroristes. Il y a près de 2 millions de déplacés, vous l'avez dit tout à l'heure, près de 2 millions de déplacés, des enfants qui ne vont pas à l'école et tout. Donc, mais j'insiste sur l'aspect corruption, c'est ce qui faisait la une des médias burkinabés depuis des semaines, voire des mois, des dossiers qui concernait les proches du président Kaboré. Donc ça a aussi participé, on est encore dans la malgouvernance. Et vous le dites, c'est aussi vrai pour Alpha Condé, qu'on le veuille ou non, au début de ses premiers mandats, il a apporté des choses à son pays que ses prédécesseurs n'avaient pas fait. Mais ça ne suffit pas, justement. Je veux qu'on s'interroge sur la légitimité, la légalité, parce qu'ils viennent tous d'être élus peu de temps avant leur chute, et on a l'impression qu'on change de paradigme. La légalité prévaut habituellement sur la légitimité. On voudrait qu'elles aillent de pair, mais c'est rarement le cas. Et on a l'impression que là, on a changé de paradigme, mais que c'est la légitimité qui est au-dessus de la légalité, que la légalité ne suffit pas pour justifier et instaurer un pouvoir. Oui, mais au fond, je pense que à travers le monde, presque tous les pouvoirs politiques sont contestés. Même aux États-Unis, etc. Il y a une défiance. C'est évident que tous les pouvoirs sont contestés. Ce n'est pas pour autant qu'on assiste à des coups d'État partout. Donc, au fond, la problématique n'est pas nécessairement liée à leur légitimité, mais beaucoup plus à la question de la légalité. Il faudrait que nos forces armées aussi apprennent à respecter l'ordre constitutionnel. Et c'est là où parfois le discours de la CEDEAO peut paraître un peu conservateur, mais on est obligé d'y adhérer. Ce qui a déploré en Afrique, c'est ces interférences régulières de l'armée dans le champ politique. C'est ce qu'on ne voit pas par ailleurs. On ne le voit pas par ailleurs pour une raison très simple, c'est que dans ces autres contrées, eh bien, les pouvoirs sont bien assis, les institutions sont bien établies, il y a une culture démocratique, il y a une culture d'obéissance au pouvoir, et généralement les pouvoirs ne vont pas vraiment très très loin dans leur incapacité, dans leur incurie, pour dire les choses comme elles sont. Parce qu'il faut dire, le théâtre des événements dans lesquels nous sommes, c'est le théâtre sahélien, le Sahel qui concentre, dont la plupart des pays font partie des pays les plus pauvres de la planète.
Et ça aussi, c'est une donne qui compte. C'est une donne qui compte. Et donc, on attend beaucoup de l'État. On attend beaucoup de l'État. On attend trop? Peut-être un peu trop. Et quand cet État n'a pas les moyens, ni les moyens matériels, ni les moyens financiers de pouvoir subvenir aux besoins de leurs, et surtout quand ces États, en plus, font face à des agendas cachés des puissances extérieures, eh bien, ça donne un cocktail qui est assez explosif. Mais comment vous expliquez ces liesses de joie qu'on voit un peu partout, des populations alors qu'on est tous conscients de la nocivité des coups d'État, on a l'impression qu'elles perçoivent ça comme une nécessité, visiblement perturbante. Oui, parfois c'est présenté un peu comme une libération. On se débarrasse de quelqu'un. Mais en réalité, c'est pour se mettre sous un autre joug qu'on ne connaît pas. Donc je pense que, très sérieusement, la question des coups d'État devient très préoccupante parce que, au fond, on avait cru qu'on en avait fini avec les années 1990, avec les revendications démocratiques qui ont commencé. Et puis, on a dit, bon, désormais, les militaires dans les casernes, etc. On pensait avoir fini avec les coups d'État. Et là, 30 ans après, on renoue, parce que ça, c'est une histoire de l'Afrique. L'Afrique a connu plus que ça. Il y avait presque tout le temps un coup d'État par an en Afrique. Et là, on a l'impression de renouer avec cette vieille histoire. Et c'est ça qui est dangereux. C'est là où il faut trouver nécessairement les moyens d'interrompre cette vague. Pour vous, on est face à un recul démocratique, pas tant pour l'Afrique de l'Ouest, qui était quand même, on va dire, moins mal loti que les autres. On prend toujours l'Afrique centrale comme mauvais exemple de la longévité, égard à la longévité des chefs d'État de ces pays-là. Mais c'est quoi, un recul démocratique pour l'Afrique de l'Ouest? Oui, très clairement. Si on fait la comptabilité et qu'on trouve que en si peu de temps, on a 3 à 4 coups d'État dans la région, eh bien, ça veut dire que c'est quand même un signal fort de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on avait pensé, c'était en même temps qu'il y a eu quelques avancées sur le plan formel. Encore une fois, on a fait beaucoup d'avancées au plan de la démocratie formelle, procédurale, les élections qui sont tenues à cadence régulière, un semblant donc de transparence et autres, des gens qui viennent par la suite, des observateurs qui observent et qui disent que tout est bien. Et peu de temps après, ces pouvoirs qui sont parfois élus à plus de 70, 75, 80% sont contestés quelques mois plus tard dans la rue de façon très dure, comme on a vu avec Ibeka au Mali avec sa réélection. Donc c'est le signe probant que, eh bien, il y a le fait même déjà qu'on craigne un péril kaki dans la région, une contagion donc des coups d'État, c'est quand même le signe d'un recul. Quelques mots peut-être sur les sanctions de la CEDEAO. On apprendrait que, parce que pendant qu'on enregistre l'émission, ils viennent de finir donc de prendre des décisions qui ne sont pas encore officielles, mais on croit comprendre qu'il y aurait une suspension donc, du Burkina Faso des instances de la CEDEAO, qu'une mission militaire et civile de la CEDEAO va se rendre à Ouaga et qu'il y aurait normalement une nouvelle réunion des chefs d'État de la CEDEAO le 3 février à Accra. Alors que dire de ces sanctions? Déjà, ça nous rappelle que les sanctions du Mali sont particulières parce que et qu'elles sont allées crescendo. Là, ce sont les sanctions dites classiques. Oui. Alors, quelle sera leur efficacité? Non, mais d'abord, ça donne l'impression qu'il n'y a que la conférence des chefs d'État qui fonctionne au sein de la CEDEAO, parce que les autres institutions, il y a des commissions au sein de la CEDEAO qui sont chargées d'anticiper ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a eu des rapports sur la question de sécurité au Burkina? Est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO ont été amenés à un moment donné à prendre des décisions sérieuses pour aider le Burkina à sortir de cette situation? Et donc, on attend... Avec les forces en attente Non, mais... Oui, mais il y avait quand même quelque chose à faire. Puis de là, on peut faire quelque chose maintenant, on peut prendre des sanctions. Ouais. Mais on aurait pu agir avant. Donc, j'ai l'impression qu'on attend que ça se produit et puis on fait les mêmes choses. Donc, évidemment, les militaires s'attendaient à ces sanctions avant de faire leur coup d'État. Donc, ce n'est pas dissuasif. Ils ont même tenté de rassurer. Oui, tout en sachant que la CEDEAO va dérouler la même musique. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut peut-être trouver d'autres manières de faire. Mais lesquels? C'est ça le problème. Parce que les pays vont vous parler de leur souveraineté. On ne va pas venir s'immiscer dans leur vie politique interne.
Voilà, donc c'est compliqué. Oui, oui, comme disait William, vous savez, il y a des mécanismes qui existent au sein de la CEDEAO, en dehors de la conférence des chefs d'État, qui est l'organe suprême qui intervient un peu en dernier ressort. Il y a quand même un mécanisme comme le mécanisme d'alerte précoce. Bon, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Pour alerter précocement, comme son nom l'indique, sur la dangerosité d'une situation, l'imminence d'un coup fourré quelconque. Mais ces mécanismes, manifestement, ne donnent pas véritablement satisfaction. Si ces mécanismes fonctionnaient comme ils se devaient, au moins on pourrait prévenir certaines situations au lieu de jouer, comme le fait la CEDEAO, le médecin après la mort. Les sanctions sont connues. Dans ce cas d'espèce, bon, c'est les sanctions classiques du début. C'est-à-dire qu'on se dit, on prend acte du coup d'État, bon, vous êtes suspendu des instances de l'organisation, ça c'est... Ce sont des formalités. À minima, bon, par la suite, je pense que ce qui va décider davantage la suite des événements, c'est l'attitude de la junte au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que la CEDEAO va certainement demander qu'il y ait une transition militaire, civile la plus courte possible? Les militaires vont peut-être l'accepter, mettre un civil, tout en gardant l'effectivité, en centrant tous les pouvoirs, et par la suite, on est reparti pour un tour. Dernier mot, quel avenir politique pour le Burkina Faso, qui quand même, je rappelle, vit son 8e coup d'État depuis l'indépendance? Non, le Burkina Faso est un grand pays. Moi, je ne désespère pas d'un pays comme le Burkina. Le Burkina est un grand pays. C'est un pays qui a assez de cadres pour réfléchir, pour penser les problèmes du Burkina. Donc, je pense que c'est des péripéties de la maturité politique. Il ne faut pas non plus nier aux États africains le droit de connaître leur histoire. Donc, je crois que tout ça participe de la longue maturation du pouvoir politique et de la nation même. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème. Je veux être optimiste comme William. C'est-à-dire que le Burkina Faso a une grande tradition de pays résilient. C'est un pays très résilient qui a une forte capacité de rebond. On l'a vu tout au long de son histoire. Mais par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est le contexte actuel. C'est qu'il y a deux facteurs principaux qui s'ajoutent à la situation déjà difficile. Il y a le fait qu'on sous-estime un peu l'infiltration des mouvements islamistes radicaux dans le pays, et cette infiltration qui a débouché aussi sur une sorte qui a pratiquement envenimé aussi les conflits intracommunautaires. Tout ceci ajouté également au fait que de plus en plus dans ces régions-là, il y a eu un changement. Il y a un changement de tactique des mouvements islamistes qui, à mon avis, n'est pas suffisamment pris à son compte par les différentes organisations ni par les pays. C'est le fait qu'au lieu de chercher finalement à s'accaparer des territoires et à les administrer, sachant que c'est difficile de maintenir leur autorité, eh bien, ces mouvements-là, aujourd'hui, cherchent plutôt à semer le trouble au sein des armées africaines. C'est ça la nouvelle donne. C'est-à-dire que de telle sorte qu'on se pose des questions, ces militaires, leur irruption, c'est vrai, c'est populaire, parce que la situation pourrit, mais finalement, à qui ça profite? Est-ce que ça ne profite pas justement aux mouvements islamistes qui finalement peuvent créer victoire? Parce que ceux qui n'ont pas pu obtenir en allant dégommer des pouvoirs dans les capitales, ils l'obtiennent évidemment en pourrissant la situation au sein de l'armée et en créant ce désordre-là. Sans oublier aussi qu'il y a un agenda qui intervient également, c'est la concurrence des forces internationales dans la région, notamment la présence des Russes. Il y a la Russie, il y a l'ancien colonisateur qui veut déléguer ce qu'il a toujours fait à une task force européenne, Takuba et autres. On est dans un contexte aussi de rejet de la présence française dans pratiquement tout le Sahel. On a vu les mouvements de protestation au Mali, ce n'est pas qu'à Goïta, on le voit au Burkina, on va le voir davantage dans d'autres régions du continent, et c'est tout ce cocktail-là qu'il faut pouvoir prendre en compte et pouvoir décider une situation, trouver des solutions idoines. Ça sera le mot de la fin, messieurs. Merci de votre participation. On se quitte sur cette citation, enfin ce verbatim, devrais-je dire. Bannir les coups d'État est une illusion, c'est la déliquescence des États eux-mêmes qui doit être combattue, d'Anatole Haïssi. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à la semaine prochaine.